Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par le professeur Geoffrey Roberts, un historien britannique, auteur de nombreux ouvrages. L'un de ses plus récents est celui-ci, La Bibliothèque de Staline, qui est, je crois, l'un de mes préférés. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci pour l'invitation, Glenn. Ravi de te revoir. Au fait, tu parlais de la bibliothèque de Staline. Voici l'édition en format poche qui vient tout juste d'être publiée. Superbe couverture, non? Ça a l'air bien. Eh bien, c'est une bonne chose que vous soyez historien, car souvent l'histoire a sa place en politique. Cela a toujours été l'une de mes préoccupations. Quand on regarde le travail en relations internationales, il y a 60 ans, la moitié était constituée de récits historiques. Aujourd'hui, cela a un peu disparu, ce qui fait qu'on perd un élément important. D'un autre côté, lorsque les politiciens évoquent l'histoire, on constate qu'elle est utilisée de manière plus créative. Autrement dit, l'histoire est utilisée ou détournée, souvent pour servir des objectifs politiques, mais aussi pour forger des identités. J'ai donc toujours tendance à être sceptique lorsque nos politiciens font référence à l'histoire, surtout en temps de guerre, car l'histoire devient alors particulièrement créative. Quand on regarde la guerre en Ukraine, bien sûr, cela ne concerne pas qu'un seul camp. Il semble que tout le monde soit coupable d'adapter l'histoire à sa convenance. Mais je me demandais si nous pouvions avoir votre avis là-dessus, car j'aimerais savoir comment vous percevez la Russie. La Russie fait souvent référence à la Seconde Guerre mondiale, évidemment, et à la guerre qu'elle mène actuellement. Je vois même parfois que, dans certaines villes qui ont été prises, ils hissent un drapeau soviétique. Il y en avait plus avant, c'est moins le cas aujourd'hui. Mais comment interprétez-vous ce recours à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale du côté russe pendant cette guerre? Oui. Eh bien sûr, les politiciens essayent toujours de s'approprier l'histoire et de l'utiliser à des fins politiques. Ce n'est vraiment pas nouveau. Je tends à penser qu'ils le font davantage aujourd'hui qu'auparavant. Vous savez, certains historiens les aident même dans ce processus de détournement, tandis que d'autres historiens le contestent et considèrent que leur rôle est de corriger et de présenter des points de vue alternatifs face aux versions politiquement manipulées du passé. Et nous l'avons certainement vu de manière flagrante dans le contexte de la guerre en Ukraine. Donc d'accord, il y a ce qu'on pourrait appeler des récits actuels sur la guerre, mais il y a aussi, coexistant avec eux et liés à eux, des récits historiques, n'est-ce pas? Et c'est, vous savez, la combinaison du récit historique de fond et du récit actuel qui les rend si puissants et convaincants. Et vous savez l'exemple le plus omniprésent de cela, bien sûr, c'est que nous avons ce récit historique sur les années 1930, sur l'héroïsme et l'apaisement, n'est-ce pas? Un récit très simpliste, erroné à bien des égards. Et d'ailleurs, ce n'est pas un récit que vous trouverez dans les livres d'histoire, n'est-ce pas? Même les livres d'histoire les plus sommaires ont une vision plus nuancée de Hitler, de l'apaisement et de tout cela que celle défendue par les politiciens et les grands médias. D'accord. En fait, pouvez-vous prendre quelques instants pour expliquer comment vous percevez cette période? Parce que c'est un point important. Il semble que nos politiciens en Occident vivent éternellement dans les années 1930. Et encore une fois, c'est un récit important. Car si l'on s'appuie sur cette histoire, alors la négociation est toujours perçue comme de l'apaisement. Et la guerre devient la solution. Ce qui explique pourquoi on évoque toujours Munich lorsqu'on essaie de vendre une guerre au public. Mais vous avez dit que cette histoire elle-même est en partie déformée. J'ai entendu Jeffrey Sachs dire la même chose. Selon vous, comment l'histoire de Munich a-t-elle été manipulée?
Eh bien, d'accord, mais laissez-moi juste terminer l'idée que j'essayais d'exprimer. C'est lorsque vous combinez ce récit historique, même s'il est grossier, même s'il est trompeur, avec un récit actuel, n'est-ce pas? C'est cela qui crée une combinaison puissante. Donc, vous avez l'argument à propos de Hitler et de l'apaisement. Et où mène l'apaisement? Et vous avez une version différente de cet argument dans la situation actuelle, où l'on fait référence à des événements récents, oui, les événements que nous vivons, comme ayant eu un caractère similaire dans le passé. C'est donc la combinaison du récit historique et du récit contemporain qui, à mon avis, les rend si convaincants et puissants, et donc si utiles d'un point de vue politique. Maintenant, d'accord, on peut déconstruire ce récit, le contester, ce que j'ai fait, ce que vous avez fait, et ce que beaucoup d'autres ont également fait. Et on peut décortiquer l'aspect historique, et on peut décortiquer l'aspect actuel. Et fondamentalement, il faut faire les deux. Mais je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut reconnaître à quel point ce récit est puissant, et a été puissant dans la formation de l'action politique, en particulier de l'action politique occidentale. Et aussi dans une certaine mesure, moindre, mais tout de même, de l'opinion publique, des perceptions populaires de ce qui se passe dans la guerre. D'accord, mais pour revenir à votre question, oui d'accord, alors par où commencer? Vous savez, en général, mon point de départ est le suivant. Hitler. Donc, Poutine n'est pas comme Hitler. Hitler était un nazi, un raciste, un génocidaire. Hitler voulait la guerre. C'était toute sa vision, toute son orientation politique. Hitler ne voulait pas être apaisé. Hitler n'est rien de tout cela. Pardon, Poutine n'est rien de tout cela. Ce que Poutine est à la fois un apaisant et quelqu'un qui veut être apaisé. Comment expliquer autrement les actions de Poutine pour tenter de résoudre pacifiquement la crise ukrainienne après son déclenchement en 2014? Ses efforts pour essayer d'éviter la guerre et parvenir à un accord de sécurité. Ses démarches, une fois la guerre commencée, pour tenter de trouver un accord de paix. Et ses actions actuelles, où il se montre prêt à négocier la fin de la guerre. Certes, ce sont ses conditions, des conditions russes. Il doit tenir compte de la situation sur le terrain, mais malgré tout, il est prêt à accepter une paix de compromis, n'est-ce pas? Donc oui, Poutine est le dirigeant politique qui voulait être apaisé. Et je suppose que le deuxième point historique général est le suivant. Il n'y a rien de mal, en principe, à l'apaisement. Tout dépend de qui l'on cherche à apaiser et dans quel but. Le problème avec l'apaisement envers Hitler, c'est qu'il ne voulait pas être apaisé et que cela n'a fait que retarder l'inévitabilité d'une confrontation avec lui à la fin des années 1930. Maintenant, certains historiens soutiennent qu'en réalité, retarder cette confrontation n'était pas une si mauvaise chose, que cela a servi un objectif. Mais la critique de l'apaisement des années 1930 était qu'il reposait sur une mauvaise compréhension de Hitler et des possibilités de faire la paix avec lui. Mais cela ne signifie pas que l'apaisement en général soit une erreur. La position de Winston Churchill à l'époque était qu'il s'opposait à l'apaisement envers Hitler, mais il était également favorable à l'apaisement envers Staline. Churchill voulait apaiser Staline. Il était partisan d'une grande alliance entre la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique pour s'opposer à Hitler. Et bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale elle-même, il y a eu une grande alliance impliquant les États-Unis et d'autres pays. Et au cœur de cette grande alliance se trouvait l'apaisement occidental envers Staline dans le but de gagner la guerre. Et si l'on regarde la fin de la guerre, Staline était prêt à s'engager dans une politique d'apaisement envers l'Occident, dans une certaine mesure, dans le cadre de son projet de coexistence pacifique d'après-guerre et de la poursuite de la Grande Alliance après la guerre. Il n'y a donc rien d'intrinsèquement mauvais dans l'apaisement.
L'apaisement est en réalité une bonne chose, s'il permet d'éviter la guerre, s'il conduit à la paix. Donc, la leçon historique pour notre époque est la suivante. Nous avons désespérément besoin d'apaisement aujourd'hui. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'apaisement. Nous avons besoin d'un apaisement envers Poutine. Et aussi, dans une certaine mesure, si l'on regarde de l'autre côté, il doit également y avoir un certain degré d'apaisement du nationalisme ukrainien afin de parvenir à un règlement de paix. C'est un bon point, cette position radicale contre l'apaisement, si l'on veut. J'y ai réfléchi longtemps, avant même l'invasion russe et même avant la crise actuelle, depuis 2014. Parce que j'entendais sans cesse l'argument que, lorsqu'on discute de politique, quelqu'un dit « Eh bien, c'est ce que veut Poutine ». Et cela devient alors un argument pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas le faire. Donc, pourquoi? Pourquoi peut-être ne devrions-nous pas essayer de pousser l'OTAN vers la Suède ou la Finlande à l'époque? Et on disait, eh bien, ce serait très provocateur pour la Russie. Bien sûr, c'est ce que veut Poutine, comme si, dans le dilemme de sécurité, il ne fallait pas prendre en compte ses adversaires. L'idée même qu'il serait bon d'ignorer les préoccupations sécuritaires de ses adversaires est très étrange. Parfois, il faut rassurer, il faut apaiser. Donc oui, c'est un bon point. C'est en fait le comportement humain qui crée le dilemme de sécurité. Il n'y a rien d'intrinsèquement, enfin, je ne pense pas en tout cas, il n'y a rien d'intrinsèquement existentiel dans le fait qu'il existe un dilemme de sécurité entre les États, n'est-ce pas? Il est créé par des perceptions et des actions. Et la façon de mettre fin, vous savez, au dilemme de sécurité, c'est de changer sa vision, de changer ses actions. Et il y a de nombreux exemples intéressants. Je veux dire, le plus récent et le plus marquant, bien sûr, c'est la façon dont Gorbatchev a mis fin au dilemme de sécurité de la guerre froide, n'est-ce pas? En changeant les perceptions occidentales, mais aussi en transformant la société soviétique, son programme de réforme. Et ce processus s'est poursuivi dans une certaine mesure dans les années 90. Non, en effet. On le cite souvent comme exemple de la manière d'atténuer les dilemmes de sécurité, car il a effectivement fait de nombreuses déclarations soulignant que finalement, plus d'armes ne nous rendent pas forcément plus sûrs, puisque cela ne fait que provoquer une contre-réaction de l'Occident. Donc, nous allons procéder à cette réduction unilatérale et alors l'Occident se détendra davantage. Et cela était perçu comme la voie vers la paix. Mais c'est aussi, je suppose, forme d'apaisement. Oui, bien sûr. Et évidemment, pendant la période post-guerre froide, la période post-soviétique, la Fédération de Russie a à de nombreuses reprises tenté, pour reprendre votre expression, d'atténuer le dilemme sécuritaire en mettant en place des dispositifs de sécurité communs en Europe. Jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine, en février 2022, la partie russe cherchait à négocier avec l'Occident un ensemble d'arrangements de sécurité communs, qui auraient traité les questions de sécurité des deux côtés, ainsi que, bien entendu, la position de l'Ukraine. Oui, eh bien, sur le sujet de l'histoire, les années 1990 sont une période fascinante parce que c'est pas vraiment de l'histoire ancienne, mais c'est tout de même de l'histoire qui semble avoir été complètement oubliée. Si l'on revient aux années 1990, il semblait que tous les dirigeants des États-Unis et de l'Europe parlaient de la même chose, l'architecture de sécurité et ce que signifierait l'élargissement de l'OTAN. Allions-nous annuler les accords pour une architecture de sécurité inclusive? Allions-nous raviver la logique de la guerre froide? Allions-nous aliéner les Russes? Allions-nous nous préparer à un conflit à l'avenir? Je veux dire, même les personnes qui étaient pour et contre l'élargissement de l'OTAN, et il y en avait beaucoup qui y étaient opposés pour cette raison,
Même celles qui étaient favorables reconnaissaient le problème. Mais aujourd'hui, si vous mentionnez l'élargissement de l'OTAN comme quelque chose de provocateur ou de déstabilisant, c'est immédiatement dénoncé comme un argument du Kremlin ou de la propagande russe. Comment voyez-vous cette histoire? Comment est-il possible qu'on soit passé, vous savez, de quelque chose qui figurait dans tous les anciens manuels, avec toutes les citations de personnalités, à quelque chose qui soudainement, du jour au lendemain, a été estampillé comme de la propagande russe et dont on ne parle plus? Oui, c'est intéressant que tu dises cela à propos de la façon dont les gens réagissent aux critiques de l'expansion de l'OTAN. C'est d'ailleurs un autre aspect qui me frappe dans les récits actuels concernant la guerre en Ukraine. Enfin, deux choses. À quel point ils sont intolérants et dogmatiques. Ils ne tolèrent aucune critique, ni point de vue alternatif, et recourent aux attaques personnelles pour repousser toute remise en question. Mais aussi leur manque de réflexivité, d'autoréflexivité, l'absence de conscience qu'il s'agit d'une histoire qu'ils racontent, de la nature de cette histoire et des problèmes qu'elle peut poser. D'accord, mais pour revenir aux années 90, je pense que le dernier livre de Jonathan Aslam, dont le titre m'échappe pour le moment, malgré le fait que j'en ai fait une critique, soulève un point important. Je ne pense pas que ce soit un point particulièrement original, mais il m'a certainement marqué, à savoir que, au début et au milieu des années 1990, les dirigeants européens voulaient essentiellement faire ce que les Russes voulaient, plus ou moins. Ils voulaient établir des arrangements de sécurité communs. Ils partaient du principe que maintenant que la guerre froide était terminée, que la Russie avait changé, ou plutôt que toute l'ère soviétique s'était effondrée, et que la Fédération de Russie était désormais capitaliste et démocratique, il y aurait un nouvel espace de sécurité et un nouvel ensemble d'arrangements et d'institutions en Europe. Voilà donc la perspective européenne. Du côté américain, ils souhaitaient la continuation des structures existantes, essentiellement de l'OTAN, car c'est à travers l'existence de l'OTAN que les Américains disposaient d'un levier dans le contexte européen. De plus, ils considéraient l'élargissement de l'OTAN comme une extension de ce levier, ce qui se passait du côté américain. Bien sûr, il y avait aussi de l'opposition à cela aux États-Unis. Mais c'est pour cette raison que la force motrice de l'expansion de l'OTAN, si l'on parle de l'Occident, l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, vient des États-Unis et non de l'Europe de l'Ouest. Bien sûr, les pays d'Europe centrale et orientale souhaitent devenir membres de l'OTAN pour leurs propres raisons. Mais la force motrice vient des États-Unis. Et bien entendu, l'autre élément du contexte est que la Russie est très faible. Elle se trouve dans une position très précaire. Les Américains peuvent en réalité mettre les Russes de côté, les ignorer et ne pas trop se soucier de leur sensibilité dans cette relation. Ils ont le luxe de pouvoir choisir de faire de la Pologne, des États baltes et d'autres pays d'Europe centrale et orientale des partenaires, plutôt que de rechercher un partenariat sérieux avec la Russie. Donc, oui, d'accord. Nous vivons un moment particulier en ce moment, et l'un des éléments fondamentaux qui l'a façonné est l'expansion de l'OTAN et l'évolution de la nature de l'OTAN. Et évidemment, la façon dont cela a impacté les relations avec la Russie. Mais rien n'était inévitable à ce sujet. Je veux dire, cela relevait de choix politiques faits dans les années 1990. D'autres voies auraient pu être empruntées. Et il existe encore des alternatives. Certes, plus difficiles à trouver, plus difficiles à emprunter, c'est certain. Mais les possibilités qui existaient dans les années 90, dans une certaine mesure, existent encore aujourd'hui. Eh bien, qu'en penses-tu? Donc, si je comprends bien, le message que je reçois est
Ne soyez pas prisonniers de l'histoire. Non, le fait que certaines choses se soient passées d'une certaine manière dans le passé ne signifie pas que c'était inévitable à l'époque, ni que cela se reproduira forcément aujourd'hui ou à l'avenir. Mais le passé est important si l'on veut comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation. Par exemple, concernant l'élargissement de l'OTAN, comme vous l'avez dit, cela a été perçu comme opportuniste parce que la Russie était faible et qu'elle s'affaiblissait encore. Il n'y avait aucune raison de prendre en compte ces préoccupations en matière de sécurité. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de membres de l'administration Clinton ont également reconnu. Donc, la Russie est faible. Alors nous pouvons suivre cette voie hégémonique pour l'OTAN et un modèle hégémonique pour la sécurité européenne. Cependant, une fois cette décision prise, il semble que nous ayons tout enveloppé dans l'idéologie, c'est-à-dire que cela devenait un grand projet de paix. Et ce qui m'inquiète, c'est que lorsque nos politiciens commencent à parler de valeurs plutôt que d'intérêts ou de politique, les valeurs ne peuvent pas être contestées. Il y a toujours le bien et le mal. Et si vous les contestez aussi sur le plan national, vous serez perçu comme rejetant ces valeurs fondamentales. Si vous ne voulez pas voir l'expansion de l'OTAN, alors vous ne vous souciez pas de la liberté ou de la démocratie. Mais voici mon point. La réalité change. Toute l'idée selon laquelle nous pouvions élargir l'OTAN, ce que cela signifiait pour la Russie, comment elle réagirait, n'avait pas d'importance parce qu'elle était faible et devenait de plus en plus faible. Eh bien, maintenant, elle est forte et devient de plus en plus forte. Donc, étant donné que la réalité a changé, nos politiques devraient changer. Nous devrions revenir sur cette décision prise dans les années 90 et dire « D'accord, peut-être qu'il nous faut maintenant traiter une architecture de sécurité européenne défaillante. » Mais encore une fois, nous ne le pouvons pas, car nous continuons à nous heurter à cette idéologie et à la référence aux valeurs. J'entends même constamment parler de narratif désormais. Si vous dites « Eh bien, l'OTAN a provoqué cette guerre », alors on vous répond « Pourquoi dites-vous cela ? Soutenez-vous le narratif russe. Légitimez-vous leurs actions. » Et soudain, la réalité doit passer au second plan, car nous ne parlons plus que du narratif et des politiques que ce narratif semble servir. C'est une situation très absurde aujourd'hui, où la réalité objective et l'histoire ne sont plus considérées comme problématiques, sauf dans la mesure où elles ne soutiennent pas le narratif contemporain. Les récits ne sont rien de nouveau. Je veux dire, ils ont toujours été là, jouant un rôle. Vous savez, je suis historien du récit, donc de mon point de vue particulier, l'existence humaine est caractérisée par le récit. Les historiens racontent des histoires, écrivent des récits sur le passé, parce que c'est ainsi que l'histoire fonctionne, c'est ainsi que la vie fonctionne. Mais ce qui s'est passé au cours des 20 ou 30 dernières années, c'est qu'il y a eu une montée de la conscience narrative, n'est-ce pas? On parle beaucoup plus explicitement des récits, et on les identifie réellement. Je veux dire, un aspect positif de cette montée de la conscience narrative, c'est que les gens sont bien plus aiguisés pour identifier l'existence des récits. Donc je pense que cela a affiné les perceptions et contribué à affiner l'analyse. Je veux dire, en ce qui concerne le moment actuel, la façon dont nous en sommes arrivés là est une histoire assez compliquée, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement une question d'élargissement de l'OTAN ou des relations de la Russie avec l'Occident, n'est-ce pas? Ça, c'est une partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire, bien sûr, c'est ce qui se passe au sein même de l'Union soviétique. Oui? Et puis la troisième partie, c'est évidemment l'histoire très particulière des relations de la Russie avec l'Ukraine, et aussi en particulier de ce qui se passe en Ukraine. Je veux dire, il ne faut pas sous-estimer les dynamiques internes de la crise ukrainienne, et en effet, de la guerre en Ukraine. Donc c'est en réalité une histoire assez compliquée,
qu'il est très difficile, impossible, vous savez, de saisir ou de présenter sous la forme d'un récit simplificateur, n'est-ce pas? Quel était votre autre point? Et maintenant, je vous fais oublier maintenant. Non, non. Mais en fait, je suis content que vous ayez un peu recentré la discussion sur l'Ukraine, parce que je pense vraiment que cette guerre en tant que guerre régionale a été déclenchée par la compétition entre l'OTAN et la Russie, qui s'est ensuite manifestée par un conflit avec l'Ukraine. Donc encore une fois, c'est devenu une guerre par procuration. Mais comme vous le dites, il ne faut pas perdre de vue l'Ukraine elle-même. Mais aussi, l'histoire semble jouer un rôle très important dans, appelons cela, le contrôle du récit, ou du moins dans la guerre de l'information, qui est devenue une part énorme de ce conflit. Quelles sont les principales questions historiques que nous... Parce que vous avez mentionné plus tôt que les nationalistes en Ukraine doivent aussi, dans une certaine mesure, être apaisés. Et je me suis souvent dit que l'une des erreurs commises par les Russes était de continuer à insister. Vous savez, nous sommes un seul peuple, nous sommes les mêmes, nous avons la même origine, nous venons tous de la Ruse de Kiev. Le problème fondamental derrière cela, c'est qu'une fois que vous affirmez que vous êtes le même peuple, la souveraineté peut être remise en question. À quoi bon alors? Donc, en répétant sans cesse, nous sommes le même peuple. Ce qui peut sembler positif pour les gens de l'Est de l'Ukraine. Pour ceux de l'Ouest, cela peut attiser les sentiments nationalistes, car on souhaite alors adopter une identité nationale qui montre que l'on est fondamentalement différent de l'autre. Mon point est que peut-être involontairement, ils ont contribué à alimenter certains des sentiments nationalistes, où soutenir la souveraineté signifie rechercher une identité radicalement différente. Je pense alors aux bandéristes, aux nationalistes les plus extrêmes, fascistes, peu importe comment on veut les appeler. Mais revenons à ma question. Quelles sont les principales questions historiques dont nous discutons lorsque nous examinons l'Ukraine? Eh bien, je me souviens de votre autre question, qui portait sur la façon dont les récits sont généralement idéologisés, n'est-ce pas? Et sont porteurs de valeurs, oui. Exactement. Et c'est bien sûr ce qui les rend si puissants et convaincants. C'est l'idéologie et les valeurs qui font partie intégrante du récit, ce qui leur permet de fonctionner politiquement. En ce qui concerne la situation en Ukraine, d'accord, donc la guerre en Ukraine, oui, c'est une guerre par procuration, n'est-ce pas? C'est une sorte de guerre interétatique entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est aussi une guerre civile dans un contexte interne et domestique. Et je suppose que l'un des paradoxes, c'est assez évident en réalité, c'est que la guerre elle-même a intensifié les divisions et les polarisations au sein de l'Ukraine, et a également renforcé les éléments radicaux dans le pays. Il en va de même pour la Russie. Cela a aussi renforcé les éléments radicaux là-bas. Donc vous savez, une opération militaire qui était censée résoudre un dilemme de sécurité, si l'on peut dire, mais aussi protéger les intérêts et les valeurs des éléments pro-russes en Ukraine, a en réalité eu de très nombreuses conséquences négatives. Donc oui, vraisemblablement, je pense que la Russie va gagner la guerre. Il y aura un résultat dans lequel la Russie l'emportera d'une manière ou d'une autre, dans un sens significatif. Mais vous savez, les coûts auraient été très élevés, et les conséquences à long terme sont en quelque sorte immenses, et pourraient prendre des générations à se résorber. Oui, mais concernant l'histoire, eh bien vous me demandez, quels sont selon vous les principaux points ou enjeux historiques? Le problème c'est, par où commencer? À chaque étape, l'histoire est contestée. Il existe des points de vue alternatifs, des récits alternatifs, d'autres ensembles de faits ou versions des faits, ce qui explique pourquoi
je ne sais pas pour vous, mais ces 3 dernières années, j'ai trouvé très difficile d'avoir une véritable conversation avec des partisans pro-ukrainiens en Occident, du moins parmi les plus extrêmes. C'est très difficile parce que vous n'êtes d'accord sur rien du tout. Donc, oui, comme je le dis, par où commencer? On peut commencer avec la Russe de Kiev et la discussion sur le fait qu'ils étaient à l'origine un seul peuple ou des peuples séparés. La version ukrainienne de la Russe de Kiev et la version russe. Et on peut arriver jusqu'à aujourd'hui avec tous les différents événements qui ont eu lieu et les différentes interprétations et versions qui sont données de ces événements. Donc je dirais que l'entrée de la Russie en Crimée en 2014 était vraiment une manœuvre défensive, une réaction, et c'est aussi produite, au moins en partie, sous l'influence des habitants de Crimée eux-mêmes, les séparatistes criméens, qui en réalité ne voulaient pas faire partie de l'Ukraine, voulaient faire partie de la Russie, et ont saisi leur chance. Voilà donc ma version. Évidemment, la version contestée serait « non, non, non ». Tout cela fait partie des efforts de Poutine pour recréer l'Empire soviétique. L'Empire russe, c'est du pur expansionnisme russe. Ce genre de choses. D'accord, où va-t-on dans cette discussion? On lance le débat, mais où cela mène-t-il réellement? Comment mener concrètement cette discussion? Oui, je pense que l'incommensurabilité des récits et des points de vue a été très difficile à gérer en ce qui concerne la guerre en Ukraine. J'ai remarqué la même chose en discutant de cette question. Par exemple, sur ce sujet, on avance que les Russes essaient simplement de restaurer l'Union soviétique, qu'ils n'ont réagi à rien, que tout cela n'était qu'agression. Mais si vous demandez, eh bien, aucun dirigeant russe, ni personne à Moscou, ne parlait d'annexer la Crimée avant le coup d'État, alors comment cela s'intègre-t-il dans l'histoire? Alors il n'y a rien. Il n'y a pas de réponse. Mais il y a beaucoup de colère si l'on remet en cause le récit idéologique et peu de volonté d'échanger. Mais cela rejoint ce que vous disiez plus tôt à propos de ces récits idéologiques. Je pense que ce qui rend si difficile aujourd'hui en Occident de remettre en question quoi que ce soit que l'OTAN dise, c'est parce que cela a été si important pour notre propre identité, pour l'ordre mondial, pour la façon dont nous voyons le monde. Après la guerre froide, lorsque nous avons instauré l'hégémonie libérale, c'est-à-dire, vous savez, l'Occident dominerait, mais ce serait un hégémon bienveillant, cela profiterait au monde entier. Nous serions une force pour le bien. L'élargissement de l'OTAN était la manifestation de cette idée. Autrement dit, nous n'avons pas besoin d'un système de sécurité inclusif. Nous n'avons pas besoin de prendre en compte les préoccupations sécuritaires des Russes. Nous allons probablement créer un système de sécurité bien meilleur sans eux. Donc vous savez, l'OTAN est devenue, oui, c'est la manifestation d'une sorte de religion d'État. Il est impossible de réellement critiquer ce qui a été fait. C'est assez extrême. Mais sur le sujet de l'histoire, pour décortiquer cela, que pensez-vous de l'histoire selon Poutine? Parce que de Tucker Carlson à ses propres essais, il revient toujours sur sa longue histoire. Cela fait souvent l'objet d'une condamnation générale en Occident. Mais si l'on examine l'histoire, c'est assez raisonnable. Je n'ai pas vu, je ne suis pas sûr, bien sûr, cela peut servir ses intérêts actuels. Mais comment percevez-vous la qualité historique, si l'on peut dire, de ce qu'il écrit? En fait, j'ai déjà déclaré publiquement que Poutine n'est pas un mauvais historien pour un homme politique. Et il est meilleur que la plupart des hommes politiques occidentaux en tant qu'historien. Ce jugement repose sur le fait qu'il a rédigé un essai sur les origines de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Et il a également prononcé plusieurs discours à ce sujet. Donc, oui, j'ai analysé ce texte en particulier, ainsi que ses discours, et j'en suis arrivé à la conclusion,
que son récit des origines de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il est imparfait, je pense qu'il comporte des problèmes, des omissions, mais ce n'est pas un mauvais travail d'historien. Et ce qu'il y a avec Poutine, c'est qu'il insiste beaucoup pour être aussi historique que possible, dans le sens où il s'appuie sur des preuves et des faits. Il tient vraiment à une histoire fondée sur les preuves. Non, il n'a pas nécessairement. Il ne réussit pas toujours dans ce domaine, mais il insiste en quelque sorte sur ce que l'on pourrait appeler une éthique d'historien. Et pour revenir à ce que vous disiez sur les différentes versions du coup d'État de 2014, bien sûr, on peut dire que c'était un coup d'État, mais d'autres diront non, ce n'était pas un coup d'État. C'était une révolution populaire, un soulèvement, ce genre de choses. Mais l'une des choses que j'ai essayé de faire, lorsque je me suis impliqué dans les débats politiques sur la guerre en Ukraine, c'est de rester autant que possible historien et de choisir mes mots avec soin. Oui, d'essayer d'être aussi neutre que possible, d'être aussi guidé par les faits que possible. Et en fait, essayer de, vous savez, présenter des informations et des arguments qui informent réellement les gens. Oui, donc vous savez, essayer d'éclairer le débat, tout en y ajoutant évidemment un peu de passion avec mon point de vue particulier. D'accord. Donc, il y a ces récits et opinions polarisés qui ne communiquent pas très bien entre eux. Mais il est possible, il faut essayer, de trouver une sorte de langage et de formulation qui permettent au moins aux deux camps de communiquer dans une certaine mesure. Oui, donc Poutine, je dirais, pour un homme politique, il faut bien préciser cela, est un assez bon historien. Bien sûr, l'autre grand texte historique qu'il a écrit était celui sur l'unité historique de la Russie et de l'Ukraine. Professionnellement, je ne suis pas particulièrement bien placé pour juger de cet article en particulier, car mes connaissances en histoire ancienne russe et ukrainienne sont assez limitées. Mais ce qui m'a intéressé dans cet article, c'est l'explication historique que donne Poutine du moment actuel que nous vivons. Poutine justifie ses propres actions en invoquant des questions de sécurité, la défense des valeurs civilisationnelles russes et la protection des Russes ou des personnes pro-russes vivant en Ukraine. Il avance toutes sortes d'explications contemporaines pour justifier ce qu'il fait et la guerre elle-même. Mais il propose aussi une perspective historique plus large, comme explication de la guerre, de la situation actuelle, en particulier en ce qui concerne la guerre en Ukraine. And specifically in relation to the Ukraine war, right? Which is to do with the way modern Ukraine was constructed. Cela concerne la manière dont l'Ukraine moderne a été construite ou reconstruite après la révolution russe, n'est-ce pas? Et il dit que la façon dont cela s'est passé et la manière dont les frontières ont été tracées ont eu pour effet, ainsi que la politique des bolcheviks eux-mêmes concernant la question nationale, ont eu pour effet, je crois que ce sont les mots qu'il a utilisés, d'incuber un nationalisme ukrainien virulent, oui, qui, avec le temps, et particulièrement dans la période post-soviétique, devient un projet anti-Russie, c'est-à-dire le projet de transformer l'Ukraine en une anti-Russie. Donc, Poutine a une perspective à long terme. Il a un récit à court terme. J'ai dû faire la guerre, parce que c'était une chose nécessaire à ce moment-là. Une perspective à moyen terme, l'élargissement de l'OTAN et la manière dont l'Occident a traité la Russie, tout cela. Mais il a aussi une explication à long terme, qui concerne la nature de l'État ukrainien tel qu'il a émergé au XXe siècle. Maintenant, je ne dis pas qu'il a raison ou tort à ce sujet, mais c'est intéressant, et cela montre à quel point il prend l'histoire au sérieux, n'est-ce pas? Et bien sûr, le fait que ce soit sa perspective théorique est très, très important pour nous permettre de comprendre les actions de Poutine, sa façon de penser, et ce qu'il pourrait faire à l'avenir. Et cela m'amène à un autre point général.
I'm very much involved in Évidemment, contesting vous savez, je suis très impliqué dans la contestation de ces récits historiques, russophobes et simplistes, des récits actuels concernant la guerre en Ukraine. J'ai passé beaucoup de temps, au cours des 3 dernières années, à contester ces récits, tout comme vous et beaucoup d'autres personnes. Mais je suis aussi conscient que ces récits eux-mêmes peuvent nous en dire beaucoup sur le plan explicatif, pour comprendre pourquoi l'Occident agit de la manière dont il le fait. Je veux dire, comment expliquer autrement cette folie qui se déroule en ce moment autour du réarmement des pays européens, n'est-ce pas? Comment expliqueriez-vous cela? Et une confrontation avec la Russie, et tout ce discours sur une guerre avec la Russie dans 5 ou 10 ans, comment expliqueriez-vous cela? in 5 years' time or 10 years' time? How do you explain that, right? Okay, you can explain it in various ways. Oh, it's just propaganda or it's just D'accord, on peut l'expliquer de différentes manières. Ce n'est que de la propagande, ou simplement de la politique. Mais c'est aussi parce que certains d'entre eux, ainsi que des militaires, sont imprégnés de ces récits historiques et actuels. Ils adhèrent vraiment à la narration autour de Hitler et de l'apaisement. Et ils croient réellement à l'idée que depuis une vingtaine d'années, nous vivons une sorte de redite des années 1930. Ou du moins, il y a là une bonne analogie historique. Donc même si nous contestons ces récits, et c'est un travail considérable car ils sont omniprésents, nous devons aussi veiller à en tirer des enseignements pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement. J'ai remarqué cela aussi. Si l'on aborde la question de la compétition sécuritaire, il ne faut généralement pas plus d'une ou deux phrases avant que quelqu'un ne fasse référence aux années 1930. Donc c'est la seule page du livre d'histoire que nous semblons avoir aujourd'hui, ce qui est assez dangereux. Mais je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, même s'il y a différentes raisons pour lesquelles il est important de savoir pourquoi il valait la peine de lire la version de l'histoire de Poutine, par exemple, sur la façon dont l'Ukraine a été utilisée à travers l'histoire comme un instrument contre la Russie dans la région frontalière. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a deux raisons à cela. Premièrement, si nous pouvons examiner les preuves historiques, il serait utile que nous ayons tous la même compréhension, ou du moins que nous voyions dans quelle mesure nous pouvons parvenir à une compréhension historique similaire ou commune afin de vivre dans la même réalité. Mais deuxièmement, il s'agit aussi, comme vous l'avez dit, de voir comment le président Poutine perçoit le monde. Parce qu'on peut voir, disons, comment il perçoit l'Allemagne aujourd'hui, car l'Allemagne, pendant la Première Guerre mondiale, cherchait vraiment à prendre le contrôle de l'Ukraine, ce qui pouvait aussi être utilisé comme un instrument contre les Russes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était la même chose, avec leur coopération avec différentes organisations nationalistes. Et maintenant, on voit les Allemands coopérer à nouveau avec les mêmes groupes. Donc, pour les Russes, ils perçoivent cette continuité historique, que les Allemands sont en quelque sorte revenus à cela. Ainsi, lorsque quelqu'un fait le lien avec les fascistes, ce ne sont pas que des slogans faciles, ils en sont réellement convaincus. Si l'on observe ce qui s'est passé au cours des 100 dernières années et plus, la façon dont cette région géographique et les populations qui y vivent peuvent être perçues comme un outil utile contre eux, c'est très convaincant. Il est difficile d'imaginer que cela n'influence pas, je suppose, la pensée politique à Moscou. Oui, bien sûr. Mais je pense que le point important, c'est que la pensée peut évoluer. Les récits historiques peuvent aussi changer et se transformer, n'est-ce pas? Donc je ne considère pas ce que Poutine ou les Russes disent à propos de l'Allemagne actuellement comme quelque chose d'immuable. C'est largement influencé par ce que les Allemands font réellement, par ce que le gouvernement allemand dit, par la génération actuelle de dirigeants politiques allemands. Il y a une certaine mesure dans laquelle ces récits historiques ou ces récits tout court sont très puissants
convaincants et lourds de conséquences. Mais ils sont aussi en quelque sorte superficiels, dans le sens où ils sont éphémères. Ils peuvent perdre de leur importance, devenir en quelque sorte marginalisés. Je veux dire, nous avons parlé ici du récit de l'apaisement, mais il y a aussi deux autres courants narratifs qui se recoupent tous et qui ont fait partie de la discussion et du débat sur la guerre en Ukraine. Le deuxième, c'est ce qu'on pourrait appeler, donc, il y a le récit de l'apaisement, puis vous avez le récit de la guerre froide, n'est-ce pas? Qui considère ce qui se passe actuellement comme une sorte de prolongement ou de répétition, ou quelque chose dans ce genre, de la guerre froide entre l'URSS et l'Occident. Et je pense que ce récit est vraiment construit en termes de libéralisme contre autoritarisme. Or, ce qu'il faut noter à propos de ce récit, c'est qu'il était déjà très répandu bien avant que la crise ukrainienne n'éclate, n'est-ce pas? Et cela existait déjà, même avant que les relations russo-occidentales ne commencent à se détériorer au début des années 2000. Mais évidemment, ce qui lui a donné un certain poids et une certaine crédibilité, ce sont les événements qui ont suivi, en particulier en ce qui concerne l'Ukraine. D'accord, donc c'est le premier point. Donc, les récits d'apaisement et de guerre froide. Ensuite, il y a ce que j'appelle le récit russophobe, qui tourne autour de l'histoire profonde de la Russie, soi-disant, n'est-ce pas? Cette idée que la Russie est un État, une civilisation, avec un caractère particulier. Elle est autoritaire, expansionniste, violente, n'est-ce pas? Elle est différente, vous voyez? Elle est asiatique, barbare. Tout ce genre de choses. Maintenant, ce type de récit est un récit éternel, n'est-ce pas? Il remonte à des centaines d'années, en fait. Mais encore une fois, ce sont les événements contemporains et la façon dont ils sont liés au récit actuel sur des événements récents qui lui ont donné plus d'importance à l'heure actuelle. Mais comme vous le dites, le point que vous soulevez, vous avez dit, eh bien sûrement lorsque les événements changent, alors le récit change, la position change, la perception change. Je pense que vous avez raison. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense qu'il y aura un changement. Je ne sais pas quel changement, car cela dépend de la façon dont la guerre va évoluer. Mais oui, je pense par exemple, si c'est l'espoir qui parle ici plutôt que l'optimisme, que s'il y a une sorte de règlement négocié de la guerre en Ukraine à court terme, cela aura un impact énorme sur l'adhésion à ces récits dont nous parlons. Parce que, vous savez, si un accord de paix est trouvé, aussi odieux soit-il du point de vue de l'Ukraine, comment expliquer l'idée qu'on ne peut pas apaiser Poutine, qu'il est déterminé à s'étendre, alors qu'on vient justement de devoir traiter avec lui? Il y a eu une forme de règlement. Donc je pense que, oui, à un certain moment, la réalité finit par, non pas faire s'effondrer, mais éroder ces récits, ou du moins leur influence. Donc j'espère que les choses vont s'améliorer de notre point de vue dans un avenir pas trop lointain. Non, je suis d'accord, cependant. Je pense effectivement que les identités, les idéologies et les récits reflètent tous la répartition actuelle du pouvoir. Mais une fois que la réalité change, il faut un certain temps pour que les récits s'adaptent. C'est pourquoi il est dangereux qu'au cours des 3 dernières années, ici en Occident, nous ayons été soumis à une propagande incessante, écrasante et puissante, du matin au soir. Maintenant que la réalité évolue rapidement, il va être très difficile de faire évoluer ces récits, car, du moins dans ce pays, certains parlent encore de la possibilité que l'Ukraine l'emporte. On entre alors dans une réalité alternative. Mais je voudrais juste aborder un point, car tu as évoqué cette idée selon laquelle les Russes seraient des agresseurs autoritaires et que cela remonterait à des centaines d'années. L'idée de cela, je veux dire que c'est vrai d'ailleurs.
Oui, mais diviser cela en, vous savez, les Européens civilisés et les barbares asiatiques, cela remonte à très, très longtemps. Ce qui était intéressant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, surtout sur le sujet du révisionnisme historique, c'est que j'ai remarqué quelque chose qui se produisait autour de 2008-2009, plus qu'auparavant. Les Européens, en particulier, ont commencé à dire que la Seconde Guerre mondiale n'avait pas été déclenchée seulement par les nazis, mais aussi par les soviétiques. Ils ont commencé à réimaginer toute la guerre comme un conflit entre les démocraties et les États totalitaires. Donc soudainement, au lieu que les soviétiques soient avec nous, de notre côté, contre les nazis allemands, on les met un peu de l'autre côté, comme s'ils appartenaient tous les deux au même camp, qu'ils avaient tous les deux déclenché le conflit. Et encore une fois, on appuie cela avec, vous savez, soudainement, le pacte Molotov-Ribbentrop, qui devient la principale preuve pour soutenir ce nouveau révisionnisme historique. Je me demandais si je pouvais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Eh bien sûr. En tant qu'historien, j'ai commencé ma carrière professionnelle en écrivant sur le pacte germano-soviétique. Je pense avoir probablement écrit plus sur le pacte germano-soviétique que quiconque auparavant. J'ai donc été choqué de voir que toutes ces choses, ces récits, ces arguments, que je pensais avoir réfutés et relégués il y a 30 ou 40 ans, sont maintenant revenus sur le devant de la scène. Oui, et je pense que tu as raison. Évidemment, 2008-2009 a été un moment clé, car on approchait de la fin, mais il y a eu l'anniversaire de Munich, bien sûr, puis l'anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 2007. Je pense que cela reflète l'influence croissante des nationalistes d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, des nationalistes baltes, polonais et d'autres pays. Et bien sûr, dans de nombreux cas, il parle de pays qui combattaient soit aux côtés de l'Allemagne nazie, soit où il y a eu une grande collaboration avec les nazis, y compris pendant l'Holocauste. Et bien sûr, cela s'applique particulièrement aux pays baltes, donc je pense qu'il y a là un facteur politique. Mais aussi ce qui se passait à l'époque, car en 2008, il y a eu la guerre dite russo-géorgienne, n'est-ce pas? Oui. Je pense que cela alimente, que cela donne vie à ce récit sur l'agression de la Russie. Or, bien sûr, nous savons que ce ne sont pas les Russes qui ont initié ces hostilités, ce sont les Géorgiens. The Russians that initiated those hostilities, it was the Georgians, and the Russians could have gone a lot further. They did, and then eventually. Et vous savez, les Russes auraient pu aller beaucoup plus loin qu'ils ne l'ont fait, puis finalement, ils se sont retirés. Mais évidemment, le récit s'est développé, selon lequel il s'agissait d'une attaque russe contre la petite Géorgie. Donc oui, l'événement réel actuel a eu un impact sur ce récit idéologiquement motivé, qui concerne, vous savez, les nazis, les communistes, ils sont tous pareils. Cette interaction entre les événements contemporains et l'emprise des récits historiques est donc très importante. Et bien sûr, ce genre d'argument, toutes ces références au pacte germano-soviétique et à toutes sortes d'événements historiques, prend vraiment tout son sens à partir de 2014, avec le déclenchement de la crise ukrainienne. Je pense que cette haine historique envers la Russie a un impact énorme sur l'incapacité à trouver la paix dans la guerre en Ukraine. C'est pourquoi je pense que nous finirons avec une paix très laide ou une mauvaise paix. Si l'on remonte avant 2014, la seule chose que les Russes demandaient était la neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire ne pas l'intégrer à l'OTAN. Après 2014, ils ont bien sûr exigé la Crimée et aussi l'autonomie du Donbass à Minsk. Après 2022, cela s'est encore aggravé. Ils reconnaissent le Donbass, puis plus tard, ils revendiquent aussi Kherson et Zaporizhzhia. Et pourtant, même maintenant, il n'y a pas de paix et ils ne peuvent pas gagner la guerre. Et étant donné que nous ne voulons pas discuter,
Il semble que les Russes augmentent désormais ce qu'ils estiment devoir contrôler en l'absence d'un accord de paix. Ils avanceront alors vers Kharkiv, peut-être même Soumy, Dnipro, Mykolaïv, Odessa. Et vous savez, s'il n'y a toujours pas de paix, je pense qu'ils vont simplement détruire les infrastructures et les rendre dysfonctionnelles, telles, chaotiques, peu importe ce que cela signifie. Quelque chose qui ne pourra pas être utilisé contre eux. Ce sera tout simplement horrible. Ce sera un cauchemar pour les Ukrainiens, et cela entraînera une instabilité entre les Européens et les Russes pour des décennies à venir. Il n'y a tout simplement rien de valeur là-dedans. There's nothing there of value. Which is why the Russians, Putin. C'est pourquoi les Russes, Poutine, ont besoin de terminer rapidement et de conclure un accord s'ils le peuvent, y compris un accord qui impliquerait des compromis du côté russe. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont se retrouver face au scénario que vous venez de décrire, ce qui n'est absolument pas dans leur intérêt. Et c'est aussi un scénario dans lequel les récits occidentaux anti-russes, sous leurs différentes formes, continueront d'exister. Et les politiques qu'ils soutiennent perdureront également. Il n'y a rien que les partisans occidentaux de la ligne dure ne souhaitent plus que de mener la guerre jusqu'au bout, jusqu'à la destruction de l'Ukraine. Et ensuite, la lutte contre la Russie se poursuit, n'est-ce pas, sur la base de cette destruction. Mais à propos de la russophobie, je pense à la russophobie, c'est un phénomène très... D'accord, il est profondément enraciné et émotionnel à certains égards. Mais en tant que phénomène général, c'est un phénomène très politique. Et parce qu'il est motivé par des raisons politiques, il peut se dissiper ou s'affaiblir très rapidement. Il existe de nombreux exemples dans l'histoire où la situation s'est complètement inversée. Vous avez parlé de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, il y a eu un renversement très radical et un affaiblissement de la russophobie pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Grande Guerre patriotique. Et c'est pareil, nous avons mentionné Gorbatchev plus tôt. C'est la même chose à cette époque, avec la russophobie. Donc la russophobie, oui, elle est et a été très puissante à l'heure actuelle. Mais cette puissance peut diminuer, et diminuer de façon assez radicale. Et aussi nous avons vu quelles sont les possibilités, n'est-ce pas, en ce qui concerne ce qui se passe aux États-Unis. Jusqu'il y a quelques mois, nous avions ce que l'on pouvait raisonnablement qualifier de gouvernement américain russophobe, une administration présidentielle où des politiciens russophobes tenaient les rênes à des degrés divers. Cela a radicalement changé, n'est-ce pas, ces derniers mois. Et nous avons maintenant une administration qui, du moins collectivement, a abandonné la russophobie et souhaite conclure des accords avec la Russie, souhaite établir une bonne relation de travail avec la Russie. C'est donc un revirement majeur, n'est-ce pas? Bon, peut-être que cela ne durera pas. Peut-être qu'il y aura un retour à une politique plus anti-russe. Je n'en sais rien. Mais cela montre le potentiel de la manière dont la politique peut façonner le moment présent, mais aussi le fait que le moment présent peut changer si la politique elle-même subit des transformations. Non, je pense que tu as raison. On ne devrait pas trop. Oui, enfin, les récits peuvent être modifiés. Oui. Et aussi, je pense qu'il ne faut pas, d'accord, il ne faut pas donner plus de pouvoir à ces récits eux-mêmes en exagérant leur importance ou leur intransigeance. Oui, bien sûr, ils posent problème. Nous vivons dans l'un d'eux depuis 3 ans. Quand on allume la radio, la télévision, qu'on lit les journaux, on est constamment confronté à ces récits. Évidemment, on a l'impression qu'ils sont puissants et convaincants. Et on peut voir qu'ils ont effectivement des répercussions concrètes sur les politiques. Mais il ne faut pas non plus surestimer leur force, et il faut voir les possibilités qu'ils offrent. Ces récits peuvent être remis en question. Ils le sont d'ailleurs, oui, depuis 1 an ou 2. Ils subissent un processus d'érosion, pour les raisons que vous avez évoquées plus tôt, parce que les événements réels ne cessent de s'imposer et de fragiliser le récit dominant.
Eh bien, sur ces paroles pleines de sagesse, nous pouvons conclure. Donc, merci beaucoup, et j'ai hâte de vous reparler bientôt. I look forward to speaking with you soon. Ray, merci.